Toujours autant d'incertitudes sur Bitcoin, un as de la finance nous a quittés, les ETF peut-être repoussés. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette toute nouvelle matinale trading. Beaucoup de choses très importantes à dire ce matin et on va commencer avec trois actualités absolument dingues que j'ai à vous partager ce matin avant de passer sur la partie technique, fondamentale et macroéconomique des marchés. Juste avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter, mais surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. La première actualité importante que j'ai à vous partager ce matin, elle concerne tout simplement les ETF Spot Bitcoin. En effet, l'une des demandes d'ETF Spot Bitcoin faites à la SEC dernièrement a été repoussée. Alors cette fois-ci, c'est celle du fonds d'investissement Franklin Templeton. Excusez-moi pour la prononciation. La SEC, assez étonnamment, a décidé de reporter cette demande alors qu'elle devait donner son verdict qu'au mois de janvier. Donc une décision prématurée, surprenante et surtout qui laisse planer un certain doute sur une potentielle acceptation ou un potentiel refus de la mise en place de ces ETF. Pourquoi la SEC prend la décision aujourd'hui de s'exprimer concernant cet ETF Spot Bitcoin alors que le verdict devait être donné seulement dans 2 mois? Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Moi, ça m'interpelle et je trouve ça très étonnant. En tout cas, cette news, bien qu'elle ne soit pas forcément positive, n'a pas entraîné de réaction négative sur le marché. On le verra en détail tout à l'heure, mais ça n'a pas entraîné de mouvement baissier comme ça aurait pu être le cas il y a encore quelques semaines. La deuxième info importante que j'ai à vous partager ce matin, elle concerne un petit peu plus la macroéconomie et notamment la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne dont on reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo, vous allez le voir. Bon, tout simplement, le resserrement quantitatif de la BCE se prolonge. On passe avec un bilan donc sous les 7 billions d'euros comme vous le voyez actuellement à l'écran. Attention, Christine Lagarde a averti quand même que la chronologie pour mettre fin aux réinvestissements qui sont liés du coup au programme d'achat d'urgence face à la pandémie pourrait être accélérée en fonction de la situation. D'accord ? Donc on a toujours une banque centrale un petit peu comme fait la Fed qui ajuste sa politique monétaire en fonction des données économiques et macroéconomiques qui lui parviennent, et donc une banque centrale qui n'est absolument pas dans l'anticipation en fait, mais qui prend plutôt des mesures de réaction. Alors, petite info aussi particulière, puisque du coup, on a eu Christine Lagarde qui s'est exprimée quelques fois sur ce début de semaine et qui nous a donc partagé des données assez intéressantes, notamment le fait que les actifs totaux représentent aujourd'hui 50% du PIB de la zone euro, contrairement aux États-Unis où ces actifs totaux représentent seulement 28% pour la Fed et 128% extrême inverse du coup pour la Banque centrale japonaise. Alors surtout l'écart qui est assez étonnant, c'est celui entre la Banque centrale européenne et la Fed, puisqu'elles ont des politiques monétaires similaires. Pour la Banque centrale japonaise, c'est normal qu'on ait ces petites différences parce qu'on est dans un contexte économique et macroéconomique au Japon qui est totalement différent. Je vous l'ai déjà répété, l'inflation au Japon est trop basse et justement la Banque centrale japonaise est à la recherche d'inflation et donc met en place des politiques ultra accommodantes. Mais cette différence de répartition est quand même assez intéressante à soulever. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la Banque centrale européenne et on termine avec la dernière actualité du jour. Alors là, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Vous l'avez probablement entendu, Charlie Munger, donc le partenaire, le bras droit de Warren Buffett, est décédé cette nuit à l'âge de 99 ans. Donc paix à son âme. Voilà. Pourquoi je vous en parle ce matin ? Eh bien tout simplement parce que c'était un as de la finance, très clairement. Et on a à l'écran un exemple très criant. Le fonds d'investissement dans lequel étaient donc Warren Buffett et Monsieur Munger, donc c'était leur fonds d'investissement, Berkshire Hathaway, a réalisé des performances depuis les années 60 absolument délirantes. C'est vraiment pour vous montrer à quel point ces personnes-là ont maîtrisé en fait leur sujet de A à Z. Si vous regardez depuis 1965, le gain annuel moyen de leur fonds d'investissement est de 20,1% entre 1965 et 2021. Donc clairement, leur fonds d'investissement a surperformé le S&P 500 que vous voyez ici en bleu de manière considérable. Alors, évidemment, on a quelques creux au moment des subprimes, au moment du Covid, mais globalement des performances dingues et qui se sont notamment accentuées si vous regardez justement depuis le Covid, où on voit un écart entre les performances de leur fonds d'investissement et du S&P 500 qui se creuse de manière assez importante quand même. Donc voilà, un as de la finance qui nous quitte, qui laissera un héritage assez important.
Je vous invite à aller regarder un petit peu son parcours, voilà, ce qu'il a pu faire. C'est assez intéressant, ça fait partie de la culture financière. Mais du coup, j'en profite ce matin pour vous montrer un petit peu les performances extraordinaires qu'ils ont réalisées sur ces 50-60 dernières années qui sont absolument dingues. Voilà, on referme cette petite parenthèse actualité pour ce début de vidéo. Je change un petit peu l'ordre des choses, vous le voyez. Dites-moi si ça vous plaît dans les commentaires. On va pouvoir désormais se tourner vers le point de marché habituel, hein. Donc en commençant ce matin par le marché crypto totalement dans le vert, avec un Bitcoin qui repasse donc au-dessus des 38 000 $, Ether au-dessus des 2050 $, et globalement une grosse majorité des alts qui réalisent de très belles performances. On voit le Solana en tête de liste qui reprend quasiment 10%, le Link, Avax, STX, j'en passe, et des meilleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien, un petit peu comme on l'avait prévu, effectivement, Bitcoin est revenu chercher les 38 000 $, mais de manière assez virulente, de manière assez rapide. Personnellement, je suis extrêmement indécis vis-à-vis de Bitcoin. Je vous en parlais déjà hier matin, je vous disais qu'il y avait pas mal d'incertitudes, mais moi, personnellement, je suis indécis. Je n'arrive pas forcément trop à me décider pour le moment. Pourquoi? Parce qu'on a des signaux un petit peu contradictoires qui nous parviennent sur Bitcoin d'un moment à l'autre. Déjà, d'un point de vue purement technique, d'un point de vue purement price action, on peut quand même noter que, certes, on revient sur les 38 000 $, certes, on retape un petit peu au-dessus et on refait des clôtures au-dessus, mais on semble quand même toujours être bloqué par cette espèce de plafond de verre des 38 200 $, vous voyez ici, qui nous empêche un petit peu d'aller plus haut. Alors, je vous dis ça maintenant, mais peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, on aura définitivement cassé ces niveaux et on partira plus haut. C'est tout à fait possible. Mais pour le moment, pour la 4e fois, on semble un petit peu ralenti, on semble un petit peu bloqué par cette chape de plomb qui nous empêche d'aller plus haut. Ça, c'est la première chose. Et donc, le fait qu'on soit bloqué encore et encore sur ce niveau, je me dis peut-être qu'on n'est pas encore capable d'aller justement plus haut pour le moment. Et peut-être qu'on va avoir besoin, enfin, de venir chercher toute la liquidité qu'on a accumulée depuis la fin du mois d'octobre, donc depuis les 32 000 $. On va avoir besoin de récupérer d'abord cette liquidité avant d'aller chercher plus haut. Je pense que ce serait plutôt sain pour le marché, plutôt pertinent pour le marché. Bon, malgré ça, il ne faut pas oublier qu'on a quand même une très belle zone à 38 500 $, d'accord, une très belle zone de liquidité à venir récupérer. Vous la voyez juste ici, elle correspond en fait, si vous voulez, à probablement tous les stop-loss des personnes qui sont rentrées en short vendredi dernier. Donc, idéalement, moi, ce que je pourrais attendre potentiellement, c'est une prise de ces 38 500 $ avant de repartir vers le bas. Le problème, c'est que le comportement des acteurs du marché sont assez compliqués à identifier, sont compliqués à lire plutôt. On a une visibilité sur le marché qui n'est pas très limpide. En effet, hier, lors de la montée du Bitcoin, on a vu l'open interest donc s'envoler et des funding rates baisser. Ça veut dire que pendant cette montée de Bitcoin, on a eu plein de gens qui ont short. On aurait pu donc s'attendre à un squeeze vraiment de toutes ces positions short en partant directement justement vers 38 500, 39 000 $. Ça n'a pas été le cas et on a l'impression qu'en fait les bears ont un peu gagné la bataille à court terme vis-à-vis des bulls puisque au bout d'un certain moment le prix s'est retourné. Et alors là ce matin on est dans la situation totalement inverse, on a un open interest qui monte mais cette fois-ci avec des funding rates qui montent. Donc ça veut dire que ce matin on a des acheteurs qui rentrent sur le marché. Et donc potentiellement, là, on pourrait s'attendre à un squeeze du coup vers le bas pour venir liquider ces acheteurs. Donc là, voilà, on est un petit peu dans un ventre mou, dans un entre-deux, où c'est compliqué de se positionner. D'ailleurs, on le voit très très bien sur l'order book. Je vous l'ai montré à l'instant, mais je vous le remontre s'il veut bien s'afficher. Voilà, on a vraiment beaucoup d'ordre des deux côtés, beaucoup de liquidité des deux côtés. Donc moi, dans ce genre de situation, je préfère prendre un petit peu de recul. Je préfère observer ce qui se passe, patienter, plutôt que de m'exposer, de me surexposer sur une zone qui est pour moi beaucoup trop dangereuse, beaucoup trop risquée. Alors attention, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas vous positionner si votre plan se respecte, se met en place, etc. Je vous dis juste que pour mon cas, personnellement, j'ai trop peu de confirmations, trop de contre-indications qui me font dire que la zone actuelle est trop indécise et trop dangereuse pour envisager une vraie prise de position. Et donc je vais attendre potentiellement certains mouvements, certains comportements pour justement avoir une visibilité un petit peu plus limpide sur ce qui se passe actuellement sur le marché. Ok? Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Bitcoin. Attention aussi aux data macro qu'on aura cet après-midi qui pourront jouer un petit peu sur le cours de BTC. On y reviendra juste après.
Ça, c'est pour BTC. Du côté d'Ether, c'est sensiblement la même chose, même si je trouve qu'Ether est un petit peu plus bullish. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que Ether, il est toujours pas revenu. Alors, vous le savez, hein, cherchez le plus haut, mince, excusez-moi, son plus haut du début du mois de novembre, donc aux alentours des 2140 $ à peu près, contrairement à Bitcoin qui lui les a swept, d'accord. Donc on a toujours ce high qui est potentiellement à récupérer. Et puis si on regarde un petit peu plus à court terme, on se rend compte que c'est pareil. Bitcoin, lui, cette zone d'ordre là qu'on avait donc à 38 000 $, Ether, lui, n'est pas encore revenu la chercher. Par contre, il nous a fait quelque chose de très intéressant. Il nous a fait une impulsion baissière qui nous a permis de venir récupérer un petit peu de la liquidité dans cette impulsion qui avait été mise en place principalement par des algos. On a mis en place une sorte de double bottom qui a été validé avec un changement de structure, d'accord, qui nous a par la même occasion permis de réintégrer justement la structure des 2040 $, qu'on a retesté et là on repart à la hausse. Donc moi, sauf si on a un BTC qui se met à dévisser totalement, si on a un BTC qui se maintient ou qui continue sa montée, on devrait très probablement voir dans la journée Ethereum monter en direction des 2095 $, voire même plus haut parce qu'on a aussi de l'order block à 2100. D'accord. Donc pour moi, journée plutôt haussière pour Ether, pardon, et donc potentiellement un Ether qui pourrait emmener avec lui certains altcoins. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on était positionné en long, rappelez-vous, début de semaine, sur le Link, sur XRP, sur le CAS, sur ARB, toutes ces positions que je vous ai partagées qui se passent merveilleusement bien. Je pense aussi au Polkadot. Alors, moi, je vais être honnête avec vous, ces positions, je ne les ai plus. Pourquoi? Bien parce que je les ai clôturées à BE lundi soir, lorsqu'on a eu beaucoup d'incertitudes sur Bitcoin, j'ai close mes positions à BE. Donc j'ai eu des très très bonnes idées, mais je n'ai pas eu une bonne exécution de mes idées. C'est pour ça que je vous répète très souvent qu'une bonne idée sans une bonne exécution, ça ne vaut rien, ça ne sert à rien. D'accord. Donc voilà, moi c'est dommage parce que ma semaine aurait pu être extraordinaire, j'aurais pu vraiment finir le mois en beauté, mais mon exécution n'a pas été optimale et donc je me prive de certains bénéfices. En tout cas, pour ceux qui sont dans le serveur Discord et à qui j'ai partagé ces positions, bah félicitations parce que du coup vous êtes en train de réaliser probablement de très très belles performances. Et par contre, à l'inverse de ça, je me suis bien positionné par contre en short, notamment sur Solana, d'accord, puisque c'était tout simplement mon plan. Donc je suis toujours en cours, hein, je me suis positionné sur les 59-60 $ et sur le TIA. D'accord, sur le TIA aussi, puisque c'était mon plan. Donc, j'ai fait un petit peu les choses à l'envers sur cette première partie de semaine sur le crypto, sur le marché crypto, pardon. Mais bon, ça arrive, ça fait des petites piqûres de rappel. Je sais ce que j'ai mal fait, je sais ce que j'aurais dû faire correctement. Et donc maintenant, je sais comment corriger le tir et comment redresser la barre, comme on dit, même s'il n'y a rien de catastrophique. Toutes ces petites pertes et ces petits BE font partie de mon risk management, donc il n'y a pas de panique. Mais je vous le dis, parce que quand je gagne, je vous le montre, je vous le dis. Quand je perds ou quand je gagne rien, je vous le dis aussi, ça fait partie du jeu et c'est pour vous montrer que c'est important d'être déjà c'est important d'être transparent et c'est pour vous montrer aussi qu'on ne gagne pas toujours, que la perte est inévitable en trading, ça fait partie intégrante du trading et d'ailleurs j'en profite pour vous faire un petit tips, vous faire un petit cours du coup psychologie. Il ne faut absolument pas que vous ayez peur des pertes, que vous ayez peur des SL, surtout pas. Il faut que vous ayez conscience que c'est quelque chose qui va intervenir, qui va arriver. D'accord. Et il faut plutôt que vous soyez dans l'acceptation et du coup dans le fait de mettre en place un environnement, une stratégie de trading de manière à prendre en compte ces pertes qui arriveront inévitablement et du coup à agir de manière à ce qu'elles soient inférieures à vos positions gagnantes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire et c'est ce qui est très très important à retenir. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto. Encore une fois, si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur, je vous invite à nous rejoindre dans le serveur Discord. On va désormais pouvoir se tourner du côté des marchés financiers traditionnels, les amis. Et on va commencer en parlant des indices ce matin, puisque nous nous sommes positionnés, vous le savez, notamment sur S&P 500. Donc pour le moment, on est à peu près à BE. Et sur le DAX. Alors le DAX qui nous fait une poussée monumentale ce matin. Alors moi, vous savez, j'avais prévu un DCA, un DCA short sur le DAX. Donc une première entrée qui avait été faite ici. J'en ai fait une deuxième à 16 100, une troisième à 16 160. Et j'en prévois potentiellement une dernière à 16 200. Point. D'accord. Donc là, j'ai fait mon DCA. Donc là, je suis encore un petit peu dans le rouge, mais je me rapproche du coup de mon BE. Impulsion haussière très très forte, qui est principalement due aux premières datas d'inflation qu'on a eues ce matin du côté de l'Allemagne. Alors, attention, ce sont les datas d'inflation régionales. Cet après-midi, à 14h, nous aurons la publication de l'inflation sur l'ensemble du pays qui effectivement devrait diminuer à 3,5% contre 3,8% précédemment. Maintenant, attention,
Je vais m'intéresser beaucoup aussi à l'interprétation des marchés de cette data, parce que c'est quelque chose effectivement qu'il faut voir aussi sous un œil d'un point de vue récession, et donc qui pourrait potentiellement tirer le DAX vers le bas. En tout cas, c'est mon plan, je le suis, je le respecte. Voilà, et puis bah, si ça passe pas, ça passe pas, ça fait partie du jeu. Donc voilà, mais en tout cas, grosse poussée du DAX ce matin. Le CAC aussi, hein, lui, c'est plutôt bien comporté, d'accord, avec une jolie reprise haussière. Mais potentiellement, on pourrait avoir aussi une réflexion à la vente prochainement sur le cours du DAX qui se rapproche de nouveau de cette grosse résistance, rappelez-vous, hein, des 7300, des 7400 points plutôt. Ok, donc voilà pour les indices. Pour ce qui est du Forex, eh bien, je me suis simplement repositionné en short sur Euro-USD, d'accord, qui a parfaitement été rejeté par cette zone de résistance, donc des 1.10. Hein. Je rappelle que c'est la grosse zone de résistance de l'année 2023 sur laquelle on a pris beaucoup de positions cette année, vous le voyez, d'accord. Et là, de nouveau, on est rejeté par ce niveau-là. Donc pour le moment, eh bien, c'est plutôt intéressant, c'est exactement ce qu'on voulait voir. Donc parfait. On peut donc potentiellement s'attendre effectivement à une petite journée haussière du dollar. Attention, pas une grosse remontée, mais potentiellement revenir travailler sur les 103, 103.1, 103.2 potentiellement, avant évidemment de prolonger cette tendance baissière en direction de son gros support daily des 102 points. Alors attention quand même à ce que va faire le dollar aujourd'hui, puisque cet après-midi, je vous rappelle qu'on aura les résultats du PIB, donc de la croissance aux États-Unis sur le troisième trimestre, qui devrait remonter et s'élever à 4,9%. Hein. Je vous rappelle les résultats prématurés qu'on avait eu il y a quelques semaines qui déjà avaient été très encourageants, surtout que le précédent est à 2,1%. Donc une croissance qui exploserait totalement les États-Unis. Maintenant attention, ces résultats sont un petit peu biaisés, on l'a vu dernièrement notamment par la consommation du secteur privé, et donc on pourrait avoir une croissance qui s'estomperait en fait très rapidement et qui reviendrait dès 2024 sur des niveaux un petit peu plus raisonnables autour des 2%. D'accord, à voir évidemment aussi si cette estimation est bonne. Imaginez si on a un chiffre sous les 4,9% que ça pourrait avoir des conséquences assez négatives, notamment sur les indices. Donc c'est pour ça que je vais surveiller attentivement ces résultats. D'ailleurs, on les suivra en live cet après-midi à partir de 14h, justement en live sur Twitch et sur TikTok pour ceux qui voudront. D'accord, donc voilà. Sinon, pas forcément d'autres prises de position pour le moment. J'ai toujours un œil très attentif, très alerte sur les commodities. Je pense qu'on va pas tarder à close notre position à BE sur le pétrole. Comme vous le savez, on avait pris des profits et remonté notre stop loss à BE. Et là, je pense qu'on va revenir sur notre prix d'entrée très prochainement. Donc voilà, on va sans doute close à BE et puis on verra pour se repositionner peut-être autre part. Pour le gold, on a un petit peu de retracement. Alors moi, je l'ai pas pris. Je vous avais dit que je commençais à réfléchir hier matin à la vente sur le gold. Alors j'ai bien fait de seulement réfléchir parce que du coup, hier après-midi, on est reparti très fort vers le haut avec la chute du dollar. Maintenant, je pense qu'on pourrait avoir un petit peu de retracement vu qu'on a atteint, ça y est, les 2050 et qu'on a été rejeté sur cette zone des 2050. Donc moi, je ne me suis pas positionné en short du coup, mais peut-être que je saisirais une opportunité pour prolonger la tendance haussière si on redescend un petit peu plus bas. Pour le moment, je regarde juste ce qui se passe. Je vous tiendrai au courant comme d'habitude dans le serveur Discord, vous savez bien. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté des marchés financiers traditionnels. Donc après-midi importante. Bon, on a des marchés toujours aussi peu volatiles. Là, on a vraiment le VIX qui est flat de chez flat. J'ai presque jamais vu ça de ma vie. C'est fou, là, l'excès de confiance et de sérénité qu'on observe actuellement sur le marché. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour à peu près des informations importantes que j'avais à vous dire ce matin. Je voulais juste revenir sur un petit point du côté d'Atome. Parce que j'y pense que maintenant, j'aurais dû vous en parler tout à l'heure, mais j'y pense que maintenant. Pourquoi je reviens vite fait sur Atome? Parce que j'ai eu beaucoup de questions concernant Atome justement cette semaine, notamment avec ce qui s'est passé ce week-end et le vote de la DAO. Certains sont hackés d'un nouveau fork qui arriverait. Faut pas forcément vous inquiéter. Moi, je trouve que ce qui se passe sur Atome, c'est plutôt une bonne nouvelle. Déjà, la DAO est respectée. Donc ça c'est bien, parce qu'on reste du coup sur un modèle décentralisé. Et il faut bien comprendre que la décision prise par la DAO, elle est positive. Puisque si on a une inflation du token qui diminue, on a donc potentiellement une raréfication de l'offre du token. Et c'est quelque chose qui peut amener justement ce token, à savoir Atom, à se valoriser davantage. Je vous le disais très souvent, pour moi Cosmos c'est un écosystème extraordinaire, mais l'un de ses seuls défauts c'était justement la tokenomics de son token Atom. Et donc là, il résolve à peu près bien le problème.
Et moi, je trouve que c'est très encourageant. En plus de ça, d'un point de vue technique, en weekly, il est très très propre. Il fait vraiment quelque chose de très très sympa. Double bottom, réintégration de la structure, idéalement un retest. Et après, on pourrait déclencher des targets pour aller chercher 20 $. Et pourquoi pas même plus haut. D'accord? C'est pas un conseil d'investissement. Faites vos propres recherches. Mais c'est pour vous rassurer un petit peu vis-à-vis de ce qui s'est passé dernièrement. Il n'y a pas de panique à avoir, selon moi, autour de l'écosystème de Cosmos vis-à-vis du vote de la DAO de ce week-end. Voilà les amis, je vous laisse me dire de ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Je vous invite évidemment à venir aussi dans le serveur Discord. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très 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 bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Et puis je vous dis à tout à l'heure et à tout de suite, j'ai envie de vous dire, dans le serveur Discord. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.